ce que je vous propose, en effet, c'est de partir justement à la rencontre et à l'écoute de projets sensibles, de parler d'esthétique singulière, mais aussi peut-être de temps en temps de technologies de pointe. On va commencer par toi, Gaëtan, même si... Ah, Damien, t'es prêt, toi, t'es dans les starting blocks. Bon, alors, commençons par Damien. Damien, tu enseignes au département art de Aix-Marseille Université, plus connu sur le petit nom de AMU. Comment, si tu devais dire en quelques phrases et quelques mots, et c'est l'exercice que je vais vous demander à chacun de vous, comment tu te présenterais? Comment tu dirais qui tu es? Alors, bon, c'est un exercice toujours un peu délicat. En quelques mots. En quelques mots, oui, voilà, très rapidement. Donc, je suis trois. enseignant-chercheur et artiste. Donc, je suis autant à l'université que dans les galeries d'art, que dans les salles d'expo, dans les colloques. Voilà. Donc, c'est une triple casquette d'enseignant, chercheur et artiste. Et donc, tu vas pouvoir commencer ta présentation. Est-ce qu'on voit bien? Parce que moi, je ne vois pas du tout les écrans, je n'ai pas de retour. C'est bon? Alors c'est parti. On dit un quart d'heure, 20 minutes max. Tout à fait. Super. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais peut-être vous proposer quelque chose qui est pas tout à fait directement sur la question du patrimoine, puisque c'est loin d'être ma spécialité. Cependant, je pense que je peux apporter un point de vue un peu différent qui pourra nourrir la conversation. Donc c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Et je vais vous parler depuis ma pratique artistique qui traite souvent de représentations architecturales, urbaines, qu'on peut qualifier à certains moments de patrimoniales. Donc je demanderai aux spécialistes de confirmer ce que je propose. Et je voulais aussi en profiter pour introduire la question de la recherche-création, qui est quelque chose qui appartient à l'université depuis les années 70, mais qui est en train de se disséminer dans différents lieux culturels et artistiques. Donc je pense que c'est intéressant pour vous et pour voir comment ça peut aussi nourrir les réflexions sur le patrimoine. Alors, je vais prendre un point un peu particulier, puisque je ne vais pas directement parler de patrimoine, mais d'image de patrimoine, de représentation de patrimoine dans les réseaux. Et je n'ai pas précisé de quel réseau, parce que c'est plusieurs réseaux. C'est autant les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il y a un petit Larsen, non ? Je continue en essayant d'orienter le micro pour qu'il y ait moins de Larsen. Donc je parle de réseau dans un sens étendu, c'est-à-dire autant les réseaux sociaux que le réseau produit par Internet, que le réseau des référencements produits par les moteurs de recherche. Voilà, donc une triple entrée de réseau, voire une quatrième entrée si j'ai le temps. Alors je vais tout de suite prendre des exemples précis pour ne pas être trop théorique, avec des productions que j'ai pu réaliser depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas vous prendre 50 productions, il n'y en aura que 2. Non, il n'y a pas le temps de toute façon. Je sais bien. Donc, première production qui est une installation, qui est une projection, double projection, avec une suite d'images qui sont mises en mouvement, et cette double projection est synchronisée. Alors cette production, elle part d'une image qui est assez particulière et assez problématique. Je vais y venir ensuite. Et à partir de cette image, j'ai déplié des associations d'images multiples. Je vais expliquer comment. Alors l'image point de départ, elle est tirée d'une série états-unienne qui s'intitule Homeland. Et dans cette série, dans la saison 2, épisode 2, on a une image d'une rue
qui est très connue au Liban, à Beyrouth, qui s'appelle la rue Hamra, qui est une rue très commerçante, qui était aussi le lieu de rencontre intellectuelle entre les années 50 et 70, et qui est très très visitée par les touristes qui se rendent à Beyrouth. Donc, l'image que vous voyez ici, c'est l'image produite par la série Homeland de cette rue de Beyrouth, et ils disent bien le nom Hamra. Alors, l'image qu'on voit n'a, vous le voyez, rien à voir avec une rue commerçante ou une rue avec des cafés où se retrouvent des intellectuels. Donc on a vraiment un déplacement très très fort par rapport à de ce qu'on peut connaître de cette rue et de ce qu'en a fait cette fiction qui s'appuie pourtant sur des noms réels. Alors, pour commencer ce projet, j'ai simplement tapé Hamra dans un moteur de recherche. Et voici l'image que j'ai obtenue. Donc c'est une image qui est beaucoup plus proche finalement de ce qu'on peut imaginer de cette rue Hamra. Alors, je trouve que c'est important aussi d'ancrer les lieux. Ici, c'est une carte de la ville de Beyrouth et vous voyez en bleu la rue de Hamra qui est traversante et qui relie le centre-ville à la mer. Donc c'est vraiment une rue qui est très importante dans cette ville. Et voici une image aussi des années 70 de cette même rue, une image de nuit, une vue aérienne. Donc, deux points de départ finalement maintenant, une rue, une représentation faite par une série et le résultat, premier résultat tiré d'un moteur de recherche. À partir de ces deux points de départ, j'ai utilisé un moteur de recherche à mon tour en faisant de la recherche par image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je mets une image, le moteur de recherche me propose une image, une nouvelle image, je prends cette nouvelle image, je la réintroduis dans le moteur de recherche et par des sauts successifs, je fais des chaînes associatives en collaboration avec le moteur de recherche. Donc c'est une collaboration parce que j'avais aussi un objectif qui était double. C'était d'un côté pacifier la représentation très militariste de Homeland, donc essayer de l'amener vers une rue commerçante, et de l'autre, créer une tension pour l'amener vers quelque chose justement de militariste en partant d'une vue commerciale. Vous voyez ici la représentation du principe, c'est des sauts. À chaque fois, le résultat sert de point de départ à la recherche suivante. Alors voici, j'espère que vous voyez bien les images, c'est important, je suis surtout sur des images. Donc voici le point de départ et le point d'arrivée. En haut, vous avez les points de départ, en haut à gauche et en haut à droite. Et en bas, vous avez les points d'arrivée. Donc en bas à gauche, c'est l'arrivée depuis le résultat de la rue commerçante. Et en bas à droite, c'est le résultat pour la rue militarisante. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec une dizaine de sauts, on peut retourner une situation, et ce, en passant par les moteurs de recherche et les associations qui nous proposent. Alors, donc, cette proposition artistique qui prend la forme d'une installation vidéo, elle a, on va dire, il y a une intention artistique derrière qui est peut-être d'un peu déplacer les chaînes associatives, les bousculer un peu par un protocole particulier, et aussi d'interroger les associations qu'on peut faire, nous humains, avec les associations qui se passent, on va dire, sans qu'on sache vraiment comment, à travers les référencements qui sont faits en permanence par les moteurs de recherche. Et on peut faire un pas de plus en disant que, comme nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère de la requête, et là c'est Loving qui en parle, un chercheur sur les réseaux, on peut dire que toutes ces associations, elles ne s'arrêtent pas quand on quitte l'écran, quand on quitte notre ordinateur. Elles continuent
à se produire quand on déambule dans les rues, quand on entend parler de certains lieux qui sont connus. Et en d'autres termes, elles nous accompagnent dans notre quotidien. Et donc ça, c'était aussi quelque chose d'important que je voulais explorer et que j'ai prolongé à travers des articles, puisque c'est aussi ça un des principes de la recherche-création, c'est-à-dire autant être dans de la production artistique que penser avec les œuvres pour prolonger les réflexions avec des articles. Alors, je fais un petit point, un petit ajout en fonction de ce qui a été dit dans la première table ronde. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, même si on n'a pas de tablette, si on n'a pas d'écran, quand on se déplace dans des lieux patrimoniaux, toutes ces chaînes d'images et ces associations nous accompagnent. Quand on regarde un lieu, on ne le regarde pas de manière, on va dire, neutre et sans environnement culturel. On a toutes ces chaînes d'images et là qui ont été coproduites avec des moteurs de recherche qui nous accompagnent. Alors, je vais prendre un deuxième exemple qui est là aussi sur le même principe. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux œuvres particulièrement, ces deux créations. Alors ici, le point de départ, c'est une affiche qui a servi à faire la promotion d'un film de Denis Villeneuve, Arrival, qui se traduit en français Premier Contact, qui date de 2016. Et il y a une déclinaison des affiches. Il y a eu 7 ou 8 affiches différentes pour ce film. Là, c'est une des affiches. Et sur cette affiche, on voit une skyline, silhouette urbaine, et une tour qui est très connue, qui est la tour Perle de l'Orient, qui appartient à la ville de Shanghai. Alors cette affiche, elle a fait scandale à Hong Kong, parce que la silhouette urbaine n'est pas la silhouette urbaine de Shanghai, c'est la silhouette urbaine de Hong Kong. Donc on voit l'appropriation qui est vraiment assez violente, qui est faite avec cette affiche, qui n'était peut-être pas intentionnelle, mais qui en tout cas est là. Et c'est d'autant plus important qu'en 2016, c'est le moment où, à la suite de la révolution des parapluies de 2014, il y a des partis politiques à Hong Kong qui sont en train de militer pour plus de démocratie sur l'île. Donc, c'est une affiche qui pourrait paraître anodine, mais qui a des enjeux assez forts à plusieurs niveaux. Donc, voilà pour vous donner une image de la tour Perle de l'Orient. Et ensuite, on va dire que les auteurs des affiches ont fait une sorte de mea culpa et ont changé la silhouette urbaine pour mettre effectivement Shanghai et plus Hong Kong pour leur affiche. Alors, encore une fois, un peu de carte. Ici, c'est la Perle de l'Orient à Shanghai. Et voilà la distance entre Shanghai et Hong Kong par ce collage qui a été réalisé, donc 1500 km. Alors, en partant de cette image, j'ai fait plusieurs choses. La première, j'ai essayé de la neutraliser, c'est-à-dire d'enlever tous les éléments d'habillage du film pour ne garder que ce photomontage entre la silhouette urbaine et la tour Perle de l'Orient. Donc là, je vous montre les 3 étapes où j'enlève, on va dire, le vaisseau spatial des extraterrestres, puis j'enlève l'habillage textuel pour ne garder que ce montage. Ensuite, j'ai placé cette image dans des chaînes associatives, comme j'avais pu le faire pour l'autre exemple. Et ici, c'est sous la forme d'un site internet où on va pouvoir choisir de faire une recherche depuis l'endroit où on se trouve, depuis la Chine ou depuis Hong Kong. Et à chaque fois, on va avoir des associations d'images qui vont se produire, mais cette fois-ci d'une manière spatialisée, autant latéralement que verticalement.
Et donc, quand on a une recherche, par exemple, avec Hong Kong, on ne va pas avoir les mêmes tours qui vont nous être proposés et les mêmes silhouettes urbaines que quand on fait des recherches depuis la Chine. Ici aussi, les ciels. Quelquefois, on va avoir des ciels très, très différents. Et quand on le fait depuis la France, bien sûr, la tour Eiffel revient assez régulièrement. Alors voilà, je vais conclure parce que je vois que je suis déjà à presque 15 minutes. Donc voilà un exemple de recherche-création qui permet de réfléchir sur la situation des représentations patrimoniales dans les différents types de réseaux. Et un exemple de recherche-création aussi pour vous dire que c'est autant de la production artistique que des articles. Je voulais aussi vous parler de 2 autres artistes, mais j'aurais malheureusement pas le temps. Je finirai simplement par... Si tu dis 2 mots, tu peux dire 2 mots sur ces artistes, 2 mots. 2 mots, d'accord. Alors, 2 mots parce que c'est assez intéressant, parce que c'est très différent leur manière de se saisir d'éléments patrimoniaux. Alors ici, le premier artiste, c'est Ito Steyerl, qui est une philosophe et artiste, et qui a fait une installation vidéo qui s'intitule Factory of the Sun. Et dans cette installation vidéo, on revoit très souvent revenir cet endroit qui est une station d'écoute de la NSA qui se situe dans Berlin, l'ancien Berlin-Ouest, sur Teufelsberg, donc une colline de Berlin-Ouest, colline qui a été produite par l'amoncellement des déchets dus à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, station d'écoute de la NSA en activité entre 63 et 89, qui a été discutée comme peut-être espace à patrimonialiser en tant que patrimoine de la guerre froide, mais qui finalement n'a pas été réhabilité, qui est simplement ouvert au public. Et cet artiste donc s'en est servi dans des mises en scène de danse et avec des habillages particuliers. Donc je n'aurai pas le temps d'en parler davantage. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que par ces montages fictionnels, elle fait des enchâssements autant entre fiction et histoire que des enchâssements aussi temporels qui sont vraiment, qui redistribuent les cartes de manière très, très intéressante. Et peut-être dernier exemple pour revenir à Marseille. Donc je finis sur cette image qui est une image, donc vous voyez une photo, une marine, où on peut distinguer au centre de l'image les îles du Frioul. Donc on pourrait penser que c'est une représentation d'un patrimoine naturel de Marseille. C'est effectivement le cas, mais simultanément, sous le niveau de l'eau, on a tous les câbles Internet intercontinentaux qui arrivent et partent de Marseille. Voilà. Et donc ça, c'est un travail de Trevor Paglen qui a fait un travail de recherche assez important pour justement trouver les lieux d'arrivée et de départ de ces câbles intercontinentaux qui ont été mis sous écoute par la NSA. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Damien, c'était vraiment extrêmement intéressant en effet. Et on voit par à la fois ta démonstration et la façon dont tu l'amènes que le travail des artistes, c'est les sujets des représentations, c'est avoir une approche et un recul aussi peut-être politique, et ça permet d'appréhender des questions patrimoniale bien au-delà de la simple question patrimoniale, et ça rend finalement ce rapport extrêmement vivant, ça peut rendre le rapport extrêmement vivant et extrêmement même vivace qu'on peut entretenir avec le patrimoine. Je pense que c'est aussi
un peu la façon dont Gaëtan il envisage son travail et la raison pour laquelle il a développé l'application dont il va nous parler. Gaëtan Grosmer, tu es directeur artistique directeur artistique des ensembles 2.2 qui sont à Strasbourg. Tu vis actuellement un petit choc thermique plutôt positif. Ouais. Plutôt positif entre Strasbourg, mais c'est Marseille, bébé. Et donc, on te remercie d'être venu. Tu fais partie des artistes dont on pourrait dire qu'ils n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. J'adore cette expression. Mais si tu devais te définir en quelques mots, avant peut-être et en même temps, donc parler et te déplacer, j'espère que tu vas y arriver, pour te mettre à la place de Damien qui reste là, non, qui va rester sur la scène en prenant ta place. Et qu'est-ce que tu dirais si tu devais te présenter en quelques mots, Gaëtan ? En quelques mots, je suis compositeur de musique contemporaine à la base. J'ai découvert plein d'outils qui me permettent de faire plein d'œuvres d'art avec du son. Voilà. Pas mal. Tu as dit quelques mots. Oui, tout à fait. Je vais raconter l'histoire de Point 2 un petit peu de toute façon en présentant les choses. Et puis, mon parcours est très lié aux ensembles de Point 2. Donc, on prend une vingtaine de minutes, ça te va ? Gaëtan Grosmer, nous t'écoutons avec grande attention. Merci pour l'invitation. Merci Marseille pour le soleil. Alors effectivement, je suis compositeur. On a créé les ensembles de Point 2 il y a une quinzaine d'années. On était 2 compositeurs de musique. Et donc on fait musique contemporaine, de la musique pour le spectacle vivant, pour les formes contemporaines du spectacle vivant et des installations sonores. Et en fait, on a assez vite adopté l'outil numérique pour 2 raisons. La première, c'est l'augmentation des possibles. Ça, c'est la raison la plus évidente. Mais surtout, les cercles de la musique contemporaine, surtout quand j'ai débuté il y a 20 ans, enfin encore à ce moment-là, étaient très fermés, on va dire. Et nous, on voulait faire de l'art pour tout le monde, donc à la rencontre de tout le monde. Et pour ça, l'outil numérique est parfait. Donc on s'est spécialisé de plus en plus. Aujourd'hui, on fait quasiment plus que ça. L'art en espace public. Les œuvres situées qui prennent en compte la situation. Une tradition française des arts contemporains, après Buren et Ernest Pignot-Ernest pour ne citer que les pionniers, mais c'était vraiment cette chose-là qui nous intéressait, situer nos œuvres et rencontrer les gens là où ils sont, c'est-à-dire là où ils habitent. Voilà. Alors je vous épargne tous les tests, mais je vais passer à... on a investi le smartphone, entre autres. Tout simplement parce que énormément de gens en ont un dans la poche, que c'est pratique, que c'est accessible quand on veut, que ça peut être gratuit pour l'utilisateur, et que finalement, à part la télé ou la radio, c'est ce qui rend les œuvres d'art le plus accessible possible, malgré la fracture numérique qui se résorbe, mais il y a encore un peu de boulot évidemment. On a commencé en ce qui concerne le patrimoine, puisque je vais axer sur les expériences patrimoine. On avait commencé avec Chant des immeubles. Alors ça partait d'une idée d'Alvin Lucier, qui est un compositeur canadien actif dans les années 60, d'enregistrer avec une technique d'enregistrement, d'enregistrer les fréquences formantes d'un lieu, c'est-à-dire pour simplifier les fréquences qui résonnent le plus. Donc chaque lieu a une signature comme ça acoustique. Et donc on les a enregistrés et on a fait chanter les immeubles. Et donc, quand vous vous baladiez, vous étiez géolocalisé à l'approche d'un immeuble, vous entendiez ce son. Et quand vous êtes entre plusieurs immeubles, ça faisait une chorale d'immeubles. Et donc, on faisait chanter le patrimoine. Ça a commencé comme ça, puis après 4 applications, on a créé Go, donc GOH, et les fictions sonores à ciel ouvert. Alors je vais laisser mon avatar numérique parler. Ça fait un peu ego trip parce que je vais être là, mais au moins je sais qu'il ne va rien oublier. Tu vas devoir te substituer à ton avatar numérique, Gaëtan. Je crois que c'est du jamais vu, en fait. Ça y est, de nouveau, les humains reprennent la main. Les images peuvent passer pendant ce temps, comme ça vous voyez à quoi ressemble l'application et comment on s'en sert. Voilà. Et oui, alors après, d'autres expériences autour du patrimoine, le patrimoine sonore, puis c'est ce qui m'intéresse, par exemple,
pour la cathédrale à Strasbourg, on avait travaillé sur le son des tailleurs de pierre de l'œuvre Notre-Dame, et donc toute cette partie cachée de la restauration, de la maintenance du patrimoine. Et en fait, après, on a inventé ce qu'on appelle les fictions sonores à ciel ouvert. La fiction sonore à ciel ouvert, c'est simplement un récit qui peut être poétique, qui peut être documentaire ou de la fiction, qui est écrit en binôme entre un compositeur ou une compositrice et un auteur ou une autrice pour un lieu particulier, dans un lieu particulier. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous vous baladez, vous avez la musique qui vous accompagne. Cette musique est toujours créée à partir des field recording, donc c'est-à-dire de sons qu'on enregistre dans les lieux. Et vous avez des fragments de texte qui se déclenchent quand vous êtes au bon endroit. Et du coup, on a une part un peu immersive, puisque l'idée, c'est que l'auteur vous place à la place d'un personnage de son récit. Et donc vous évoluez et vous êtes assez libre de faire vos choix, et donc le récit peut varier en fonction de vos propres choix de déambulation. Et je vais vous donner 2-3 exemples d'œuvres qui ont mis en valeur, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas résonné avec le patrimoine. Donc Port Data, par exemple, qui a été fait à Strasbourg dans le quartier du Port du Rhin, ça est écrit par Hélène Gaudy, et donc on part d'un incendie d'OVH, d'un data center qui est à Strasbourg. Et elle se pose la question, est-ce que la mémoire brûle-t-elle? Et donc elle va parcourir le quartier à la poursuite de la mémoire, des incendies, etc. Et on va découvrir tout un tas de choses, mais c'est intégré dans le récit. Donc vous, ce que vous vivez, c'est un récit, c'est de la musique, c'est une œuvre d'art. Mais vous allez découvrir en même temps que le bar ouvrier qui est détruit là avait un pipeline de vin qui venait directement de la COP qui était à côté. Vous allez découvrir pourquoi le char Leclerc qui est devant l'école pointe vers l'école, et c'est véridique, pour pas froisser nos voisins allemands. Donc vous allez aussi à un moment découvrir que Marie-Antoinette change de nationalité en traversant le Rhin à cet endroit très précis, etc. Tout un patrimoine dans un quartier qui est un quartier très populaire. C'est le quartier le plus pauvre de Strasbourg historiquement, et très industriel. Donc un quartier dans lequel on ne va pas spécialement, et qui n'a pas forcément bonne presse, et qui pourtant recèle de toute une mémoire, qu'on augmente aussi de la mémoire des habitants, et ce qui est le plus important pour nous. Donc voilà, toutes ces histoires là, on avait vu une quarantaine de personnes. Pour le dernier projet, on a interrogé 185 personnes à peu près, et on les fait travailler avec nous et faire ressortir donc toutes les petites histoires de ces lieux, et toute la tradition orale aussi, tout un patrimoine. Voilà, ça s'est vu aussi par exemple à Villerue, sur le patrimoine ouvrier italien essentiellement, aussi polonais, et toutes les traces. Donc là, c'était la même autrice, Hélène Gaudy, et on cherchait dans le paysage de la ville des traces. Ça peut être des initiales à un endroit, une petite plaque, des choses qui sont très discrètes, et elle retrace toute l'histoire des luttes ouvrières et de ce monde ouvrier. Ça c'était quand tu dis Villerue, c'est un quartier au Luxembourg. C'est côté français, c'est une petite ville à la frontière franco-luxembourgeoise. Et c'était dans le cadre de Luxembourg, capitale européenne de la culture. Tout à fait. Pour H 2022, on en a fait 6. Et en fait, vous découvrez aussi des petites histoires. Par exemple, vous savez, la mode de remonter le pantalon. En fait, c'est une mode qui date du début du XXe siècle, et c'était le seul plaisir des ouvriers italiens qui trimaient à la mine, c'était d'avoir des belles chaussures. Alors le dimanche à la messe, ils remontaient le pantalon pour qu'on voit la belle chaussure. Et en fait, pour moi, ça fait autant partie du patrimoine que cette usine avec ces grands murs qui racontent aussi quelque chose. Voilà, et la maman qui fait les cappelletti et tout ça, voilà, ça fait partie du lieu. Ça fait même vraiment partie du lieu quand on l'a expérimenté. Voilà, alors ça c'est sur les fictions documentaires. Après, dans le même projet, donc pour H 2022, à Belleval, qui est maintenant une technopole, mais qui avant était un lieu ouvrier avec trois hauts fourneaux, là, ça résonne avec le patrimoine industriel d'une toute autre manière, puisqu'on est dans une fiction d'anticipation.
Et on vous raconte l'histoire. Au début, c'est comme une visite guidée très marketée de cette entreprise géniale qui recycle toutes vos données numériques pour créer une énergie infinie, etc. Puis petit à petit, vous vous baladez et puis vous découvrez dans les tuyaux des hauts fourneaux, il y a vos données qui passent, puis elles sont chauffées. Enfin, il y a tout un délire comme ça avec le patrimoine industriel. Puis petit à petit, vous commencez à avoir des doutes quand même sur la vertu de cette entreprise, évidemment. Et donc, vous vous faites alpaguer, vous trouvez un code sur un mur, vous entrez dans un nouveau parcours, et là, vous découvrez ce qui se passe derrière. Et donc, comment cette énergie est créée. Donc, il faudra y aller pour le savoir. Et évidemment aussi une écriture assez acerbe sur les mécanismes du capitalisme et des GAFAM, puisque toute cette question de l'énergie infinie vient à la vie éternelle, qui est le délire des deux patrons de Google, pour ne citer que. Et donc, il y a toute une écriture comme ça qui est donc déployée par Sébastien Dissner, mais qui résonne vraiment avec le lieu. Quand on y est, c'est une anticipation pas trop lointaine. On y croit, quoi, ça fonctionne. Bon, mon passage préféré, c'est quand en entrant dans le centre commercial, on entend « Bienvenue en enfer ». Voilà. Et là, il fait tout un descriptif de zombies qui déambulent dans un enfer numérique. Et en fait, quand vous êtes immergé dans le son, vous êtes dans cette galerie commerciale toute faite de verre et de plastique, avec des gens qui déambulent en quête d'objets. Ça marche complètement, quoi. Voilà. Après, on a toujours dans le même projet, on a eu des situations plus classiques. Par exemple, à La Sauvage, on est en forêt. Et il ressuscite une légende alors ça c'est Steve Toss, qui est un auteur britannique, ressuscite une légende du XVe siècle d'une femme sauvage qui aurait vécu dans les bois nue. On ne sait pas trop si c'était une sorcière ou si c'était une guérisseuse. En tout cas, les gens de l'époque allaient la voir que quand ils avaient des problèmes. Certains guérissaient miraculeusement et d'autres mouraient. Et en fait, on découvre que c'est la manière dont vous traitez la différence. Puisque si vous la voyez comme une sauvage à qui vous demandez juste un service, mais voilà, elle vous donnera de la belladone et au revoir et merci. Si vous la traitez convenablement malgré sa différence, elle vous donnera une potion et puis ça ira mieux. Et puis elle se sentait tellement exclue que finalement elle s'est laissée ensevelir sous un rocher qui est encore au centre du village, donc on part de ce rocher. Et après c'est une histoire assez classique, elle descend jusqu'en enfer, les portes de l'enfer ne s'ouvrent pas. Et elle doit remonter, elle erre à tout jamais dans cette forêt où vous allez à sa découverte. Voilà. Tout en vous promenant vraiment dans ce site forestier. Dans ce style-là, alors là c'est une écriture plutôt pour adultes, plutôt concept et voilà. On a fait la même chose, une même idée à la borne de fer, mais c'est plus pour un jeune public. Donc ça c'est un conteur qui s'appelle Mathieu Hepp qui a écrit le texte. Et c'est à la borne de fer, un lieu qui a été creusé depuis l'Antiquité. Donc vous êtes dans une forêt où il y a plein de trous étranges, donc aussi patrimoine industriel, etc. Et vous partez à la quête d'une femme qui hante les bois. Et en fait, elle a été ensorcelée par le Graouli, qui est une légende locale, donc lorraine. Un dragon qui a été chassé de Metz au IIIe siècle. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'avant d'avoir été chassé de Metz, le dragon était à la borne de fer. Mais bon, ça c'est pareil, il faut venir pour le découvrir. Voilà, ça c'est quelques exemples, on va dire, de choses qu'on fait. Là, on travaille actuellement à une réflexion pour des lieux patrimoniaux chez nous, donc le château du Haut-Königsbourg, par exemple, qui est le site le plus visité d'Alsace. Et aussi pour certaines forteresses Vauban. Voilà, on a dans l'idée de créer de nouvelles choses. Donc il y a pas mal de nouvelles fictions sonores à ciel ouvert qui vont arriver, qui auront un lien avec le patrimoine. Donc il y en aura ici, il y en aura à Bruxelles, Luxembourg. C'est un nouveau grand projet, donc à Strasbourg, Reims et Belfort. Et on en profite pour tester une nouvelle idée, on verra. Ça sera créé à Strasbourg dans quelques mois, ça viendra à Marseille en 2023, si tout va bien. Et l'idée, c'est de mettre en relation le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Et donc, quand vous vous baladez dans une ville, en tant que visiteur ou habitant, si vous passez devant un édifice du XVe siècle, remarquable, vous allez entendre une œuvre du XVe siècle. Ça peut être de la poésie, ça peut être de la musique, du théâtre, de la littérature, qui sera dite du coup par des comédiens. Donc ce patrimoine immatériel.
Et nous, évidemment, ce qui nous interpelle, je trouve ça intéressant, ça marcherait pour moi en tant qu'utilisateur, mais ce qui nous intéresse, c'est la création contemporaine. Et donc, il y aura une création contemporaine, on fait des commandes à des artistes vivants pour mettre là-dedans des choses en relation avec le bâti contemporain, donc quand vous vous baladez devant les choses contemporaines. Voilà. Et on fera des partenariats locaux donc pour avoir, par exemple à Strasbourg, c'est avec l'Académie supérieure de musique au conservatoire, pour créer du coup des œuvres pour certains endroits particuliers de la ville. Et donc on continue à augmenter cette expérience. Et là on est dans l'art contemporain qui est pour nous notre mission. Voilà. Et pour pouvoir faire tout ça, et je conclurai avec ça, en tout cas pour l'instant, eh ben on a eu toutes les problématiques qui ont été évoquées sur la table précédente. C'est-à-dire que l'outil standard est compliqué à prendre en main pour un artiste, non pas techniquement, parce que ça, on se forme, mais c'est souvent antinomique avec les besoins d'un artiste. Et donc, on a développé l'application nous-mêmes, comme ça c'était réglé. Et en dialogue, c'est un dialogue dont on a l'habitude avec des techniciens aussi industriels pour les installations, des choses comme ça. On a cette culture à 2.2, on a la chance d'avoir cette culture. C'est beaucoup plus dur pour un artiste solo. Et du coup, toute l'application est créée suivant les demandes des artistes et donc pour servir le propos artistique et uniquement pour ça. Voilà. Bon, c'est un taf de malade, mais c'est bien. Oui, parce que tu dis c'était plus simple de développer l'application. On peut imaginer que ça voulait dire que ne pas la développer, c'était encore plus compliqué d'avoir un outil qui ne soit pas développé par les ensembles de points 2. Alors oui et non, en tout cas d'un point de vue artistique c'est clair, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec un outil qui n'a pas été fait pour, donc ça c'est déjà réglé. À cette heure je crois qu'il n'en existe toujours pas, et c'est pour ça qu'on ouvre de plus en plus à des artistes, qu'on les invite à utiliser Go. Et oui, après si on doit détourner des choses existantes qui n'ont pas été du tout pensées pour ça, c'est vraiment très compliqué quand on a une idée précise. Après le détournement est une activité bienvenue en création artistique, c'est pas le problème, mais c'est un autre propos qui était pour ce projet-là, pas le nôtre. Et du coup, voilà, on s'est dit, voilà. Mais après, il y a cette fameuse phrase, je ne sais plus qui je cite, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà. Quand on est quelques artistes avec 3 francs 6 sous, c'était chaud, mais maintenant ça fonctionne et on est content. Oui, parce qu'on reviendra sur le sujet du modèle économique sur la troisième table ronde. Mais est-ce que le fait d'avoir son propre outil, ça facilite la discussion avec les commanditaires ? Oui, pour moi oui, parce qu'on vient avec une solution clé en main. Donc on essaye de parler le plus possible du contenu, parce que le contenant, c'est réglé, ça marche, on sait qu'il fonctionne, on est forcément les meilleurs experts mondiaux de notre propre application, n'est-ce pas? donc ça va. Et donc voilà, on propose une solution qui fonctionne, qui fonctionne, et ça c'est un argument évident. Oui. Oui, ça veut dire que finalement, la discussion, le point de départ, c'est les contenus et le rapport sensible du public et avec la proposition immersive et avec la logique de déambulation sur le territoire, et non pas les problématiques inhérentes technologiques qui arriveront en fait au fur et à mesure. Ça coupe un peu la discussion, comme ça fait un coup-de-fil de discussion finalement. Oui, et en plus, alors c'est très bien reçu. Moi, je pensais que ça allait être assez difficile, mais une chose à laquelle je tiens, puisqu'on est un projet d'art, c'est que les artistes ont carte blanche, donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Évidemment, je ne les choisis pas au hasard, d'où mon rôle de directeur artistique. Pour un lieu, ils sont choisis parce que je sais qu'ils vont proposer quelque chose d'intéressant, mais on ne travaille pas à la commande, donc il n'y a pas du tout de mettre... voilà, c'est vraiment une œuvre d'art. Comme voilà, l'auteur, c'est comme s'il avait écrit un livre pour ce lieu, il fait absolument ce qu'il veut, les musiciens c'est pareil. Et je pensais que c'était quelque chose de difficile à faire passer. En fait, ça marche très bien parce que maintenant qu'on en a fait une bonne trentaine, on peut montrer ce que ça donne. Et en fait, on nous dit, bah oui, on n'aurait pas pensé à ce genre de choses, mais ça ouvre une expérience nouvelle, sensible, différente, etc. Merci beaucoup Gaëtan. Même exercice à venir pour Mathieu Rosière, c'est-à-dire se déplacer,
allez voir. On pourrait mettre un peu de musique quand on se déplace, et puis comme ça, quand il y a Tu plus de veux- musique, est-ce que- veux-tu que je chante? Je peux chanter Sous le vent de Garou et Céline Dion, c'est mon tube signature. Mathieu Rosière, Bonjour. Bonjour. Tu arrives donc tout droit de Milan et on te remercie. Oui. Je tiens à dire qu'on a terminé, on était à la clôture d'un projet européen qu'on a mené pendant 3 ans avec tous nos partenaires européens, qui s'est terminé très tard. Et du coup, l'avion était très tôt. Donc, dès que vraiment vous ne me comprenez plus, je vous propose que vous leviez la main. Comme ça, je sais que c'est complètement inintelligible. Et à ce moment-là, je reformule, parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Tu es, pour lancer la façon dont tu vas pouvoir te présenter en quelques mots, tu es fondateur de Darkphoria, qui est une agence de com, tu dirais comme ça? Alors, en fait, j'ai plusieurs sociétés. J'ai une société où on fait de la com, autant un dire... empire, je dirais que tu as un empire c'est ça, un empire sur une toute petite rue. Et donc j'ai une société où on fait pas du tout d'art, mais pas du tout. Mais on essaye de faire des choses de manière assez radicale et où on travaille beaucoup de manière innovante. Et puis à côté de ça, depuis le départ, j'ai créé une société pour le coup culturelle qui s'appelle, donc la société de com s'appelait Black Euphoria, la société d'art s'appelle Dark Euphoria, parce qu'il ne faut pas déconner, on n'a pas non plus tant d'inspiration que ça. Donc on a essayé d'être à l'économie dans l'innovation. Et Dark Euphoria se propose depuis maintenant 6 ans d'essayer de produire, donc on est des producteurs, des œuvres numériques d'un genre nouveau, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur le temps réel, on travaille beaucoup sur des œuvres collectives, et ce faisant, en galérant beaucoup, en galérant très souvent et en galérant longtemps, sur ce chemin de galère, on a découvert des choses assez intéressantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on développe on a toute une autre activité de l'agence où en fait on accompagne des lieux, on accompagne des équipes pour essayer d'opérer ce qu'on pourrait appeler, avec un mot pompeux, la transition numérique de la création artistique. Et notamment, on le fait avec un souci de développer des communs numériques. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire en sorte que, vous savez, le drame du numérique, c'est que les mecs les plus forts, ils deviennent toujours plus forts. Quand vous avez eu la chance, au bout de beaucoup de galères, de gagner des gros projets CNC, d'avoir des grandes sélections, comme on est CNC, c'est le Centre national de la cinématographie. Le Centre national de la cinématographie. Là, on est extrêmement content puisque ce mois est un mois un peu phare pour nous, puisqu'on a eu deux projets sélectionnés à la Biennale de Venise, à la Mostra. Et donc, quand vous faites ça, tout d'un coup, tout ce qui était très très compliqué avant, ça l'est moins, et donc vous avez accès à des financements auxquels vous n'avez pas accès avant, et vous continuez à payer des développeurs qui coûtent très 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 cher, et vous faites votre projet, et même quand c'est sélectionné, même quand c'est vu, et même quand c'est super, tout ça est vu royalement par 30 personnes à Tribeca, 25 personnes à Venise, et peut-être dans un festival quelconque par 40 autres personnes. Tout ça n'a aucun sens. Et donc la question, c'est comment on fait pour que tous les gens qui sont des artistes, que toutes les scènes, comment on fait pour que ces gens-là ils aient accès à des creative technologies, c'est-à-dire ces fameux gars qui sont à la fois capables de faire du code et de comprendre un artiste, puisque je rejoins vraiment ce que disait Gaëtan au milieu, tout ça n'a de sens que si jamais en fait on accompagne des artistes, et la vision première, elle vient de l'artiste, qui n'est pas du tout une vision industrielle, qui n'est pas du tout une vision de marché, qui n'est pas du tout une vision des outils qui existent. Donc il faut créer ces outils-là. Pour créer ces outils-là, il faut créer des process nouveaux, il faut créer des communs nouveaux, des nouveaux modèles économiques, et grâce à toutes ces années de galère, maintenant on est un peu reconnu pour essayer d'arriver à faire ça. Donc tu viens de faire l'intro que normalement tu aurais dû faire sur la 3e table ronde, mais c'est pas grave. Comme ça, on a gagné du temps. C'est pas grave du tout. Le rapport au temps est fluide et c'est super. C'est bien parce que ça fait quand même, ça fait tout de même un préalable à ce que tu vas dire, parce que finalement on s'est dit que ça serait intéressant. Alors en effet, tu n'es pas artiste, mais tu es. Je confirme. Tu confirmes. Enfin. On peut en discuter, mais tu es quand même producteur. C'est comme ça même que tu te présentes sur le site internet de ton empire. Et ça veut dire que le cœur de ton activité est aussi d'accompagner les artistes dans le développement de projets artistiques. Et en fait, on s'est dit qu'aujourd'hui, ça serait intéressant que tu puisses nous faire une présentation de 3 projets. J'allais dire rapide, mais avec toi c'est évident tellement tu parles vite. Là aussi, il va falloir que nos oreilles s'adaptent, parce qu'entre Damien et Gaëtan et ton débit, on va
rentrer aussi dans un autre rapport au temps. Et donc, on s'est dit en préparant que ça serait intéressant que tu puisses présenter 3 projets spécifiquement qui traitent de la question du patrimoine d'une façon singulière. Oui, alors moi déjà, j'aimerais bien répondre à la question qu'on nous a posée, qui était la valorisation du patrimoine par les arts numériques. Alors, pour le coup, j'ai une question très rapide, c'est que je n'en sais absolument rien. Comment les arts numériques peuvent valoriser le patrimoine, ça, vraiment, je ne sais pas. Donc, on va gagner du temps. Et je pense qu'il y a plein de... Je pense que mes voisins ont répondu de manière extrêmement précise et habitée à cette question-là. Donc, moi, je vais répondre à une autre question, parce qu'en fait, moi, ma pratique... ma pratique, c'est l'inverse. C'est en fait comment... Moi, ce que je fais depuis des années, c'est qu'en fait, c'est le patrimoine en fait, qui valorise les arts numériques. En fait, nous, aujourd'hui, on fait que l'inverse. Et plus ça va, plus on est partenaire de formidables lieux, de formidables festivals, puisque évidemment, le patrimoine, ce n'est pas qu'un patrimoine bâti, c'est un patrimoine vivant. Et en fait, c'est ce patrimoine-là qui nous nourrit, qui joue un rôle décisif dans ces nouvelles formes numériques. Donc, je vous propose qu'on parle de ça, puisque de toute manière, je ne sais pas parler du reste. Alors, premier projet, The Shape of Things to Come, en bon anglais marseillais, qui est porté par 2 artistes formidables qui sont marseillais, Diego Ortiz et Hernan Zambrano. Donc là, c'est une grande arche, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, marseillais de Colombie pour l'un et du Chili pour l'autre. Ah oui, il y a une petite fenêtre, on me dit. Alors, est-ce que j'ai la main? Oui, peut-être. Voilà. Donc là, alors je commence par celui-là parce que on a une bonne nouvelle. Pendant qu'on était en train de faire la fête à Milan, on a appris qu'il serait diffusé et très bien diffusé lors de la Festival de la Nuit des Lumières à Lyon. Donc il y aura une grande version de cette œuvre. Cette œuvre est un nid. Oui, pardon, bien sûr, j'ai oublié de dire. Et il sera achronique à la friche et ce sera formidable. Mais ça on le savait déjà, donc du coup voilà. Et donc là c'est vraiment un projet qui pour le coup valorise un peu le patrimoine, puisqu'on le met souvent sur des parvis de lieux intéressants, ou en tout cas avec une architecture remarquable, et ça permet d'avoir un contrepoint un peu numérique. C'est un lieu qui en fait questionne notre rapport au patrimoine vivant, naturel. C'est un nid. C'est une œuvre complètement écolo-conçue. Les artistes ont fait 6 mois de formation sur l'éco-conception. C'est une œuvre qui est faite, c'est un nid, puisque vous savez que le nid en fait est l'habitat le plus écolo du monde, puisqu'en fait les oiseaux ils récupèrent ce qu'ils trouvent par terre et ils l'agencent. Et donc les artistes ont fait un peu la même chose. Ils ont récupéré le plastique à Marseille. C'est pas très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc on l'a même pas fait venir. On a carrément pris le plastique marseillais. Ça a été retravaillé dans des Fab Labs ici au niveau local. Donc vraiment toute la chaîne est vraiment remarquable. Le travail qu'ils ont fait est extraordinaire. Et ils ont fait cette grande sculpture, et cette sculpture qui dans la version qu'on aura la chance de montrer à Chronique au mois de décembre, dans cette version-là, ce sera une version de 8 mètres sur 4 mètres de haut. Et donc c'est un nid que vous traversez, et en le traversant, il s'éclaire en fonction de la qualité de l'air. Et plus vous traversez, plus ça remonte dans le temps. Donc c'est de l'art numérique génératif, et c'est extrêmement intéressant. Je vais vous parler maintenant de ce fameux rapport au patrimoine qu'on a. Ce qu'on fait aujourd'hui, tous les projets qu'on fait sont des projets qui ont plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'en fait, c'est des projets avec au moins 4 ou 5 métiers différents à chaque fois. Et ce sont des métiers ce sont des projets où, comme il y a tous ces métiers-là, on est sorti de cette modalité de production où vous déposez un dossier, vous avez un financement, vous travaillez et vous montrez. On ne peut pas faire ça parce qu'en fait, pour de vrai, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On a une idée à peu près claire au départ qui va bouger pendant tout le cycle de production. Et là, on a vraiment appris ça, c'est avec ce projet de l'Écume des Jours. Donc l'Écume des Jours, on a eu la chance de récupérer les droits d'adaptation de ce formidable roman de Boris Vian pour en faire une œuvre immersive. Et donc, on a travaillé avec une jeune autrice. C'était son premier projet, ce qu'on appelle la XR. Donc, la XR, ce sont des projets en fait qui vont mélanger un propos d'un artiste avec des technologies numériques d'immersion. Et donc, c'était son premier projet. C'était aussi notre premier projet. On était fait pour galérer ensemble. Et donc, elle, qui s'appelle donc Julie Desmet-Weber, elle voulait en fait retranscrire l'Écume des Jours et le faire vivre vraiment aux gens.
retranscrire la chambre de Colin et que vous soyez vraiment en train de jouer du piano cocktail, que vous soyez vraiment en train de danser le Biglomois et que en temps réel, en fonction de ce que vous faites, eh ben, la narration évolue. Le projet est très simple, vous mettez 10 personnes au milieu d'un espace de projection à 360 et en fonction de ce que font les gens, s'ils coopèrent ou pas, on a des dispositifs techniques qui permettent de voir l'interaction collective et de faire évoluer la narration en temps réel. Ça nous a mis 3 ans juste à faire le pipe de production, juste à comprendre, à mettre en place les outils. 3 ans pour ça. Et en fait, on a sorti complètement notre système de production, puisque en plus c'est un projet un peu complexe, puisque on a des vrais acteurs. Lou Delage qui a eu un César dernièrement, qui joue Chloé. On avait donc une partie filmique, cinématographique. On avait une partie 3D. Tous les décors ont été faits de manière numérique. Donc il y avait une équipe qui faisait les décors 3D. Et après, il y avait la partie interactive, c'est-à-dire comment on capte ce qu'on appelle la captation volumétrique, c'est-à-dire comment on capte le mouvement des gens. Et puis après, il y a tout le pipe d'interaction, c'est-à-dire en fait, une fois que je sais ce que font les gens, comment j'arrive à scripter ça de manière à pouvoir faire des arborescences de narration. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tout le monde travaillait dans son coin, ça ne pouvait pas marcher. Et donc, on a commencé à mettre en place un système de résidence où, en fait, pendant 4 ans, le projet a duré. Et vraiment, pendant 4 ans, pendant 3 ans et demi, on s'est dit, on ne va pas y arriver. On ne rendra pas l'argent, puisque de toute manière, on l'a dépensé. Mais en fait, pour de vrai, on ne va pas délivrer. Et en fait, finalement, on a délivré. On a délivré d'ailleurs au Festival d'Avignon. On a été extrêmement contents. Et en fait, je veux vraiment rendre hommage à toutes les personnes qui nous ont accueillis dans des lieux de résidence. Et là, c'est là que je vais vous dire que le patrimoine joue un rôle essentiel. Parce qu'en fait, on est obligé de réunir, à un moment donné, chacun travaille de son côté. Et puis pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, vous avez les créatifs tech qui sont là, vous avez les gars en charge des assets numériques qui sont là, vous avez les comédiens qui sont là, vous avez la mise en scène qui est là. Donc vous vous retrouvez avec 10-15 personnes et vous êtes obligé de passer 1 semaine. Et là, il faut le passer dans un endroit qui soit pas juste, c'est pas une salle de réunion, c'est un endroit qui non seulement, de par sa beauté, de par ses qualités, va nourrir ce travail qui est toujours un travail artistique, donc qui est toujours un travail d'inspiration, qui est toujours un travail d'émotion. Et à ce titre-là, la beauté du lieu, on a la chance d'être ici dans un lieu incroyable, et ben forcément ça vous porte. Et la deuxième chose, c'est que ces résidences ne sont pas que des résidences de création, ce sont des résidences de ce qu'on appelle dans la French Tech le test and learn, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites un truc, vous faites ce qu'on appelle un sprint, donc en fait vous essayez de résoudre un petit bout et puis vous faites venir des gens. Et quand vous avez la chance d'être dans un lieu de patrimonial, c'est très simple de faire venir des gens, parce que déjà ils veulent voir le lieu en tant que tel. Et donc vous les accueillez. Pour le lieu, c'est super parce qu'en fait vous faites une activation numérique du lieu. Et voilà. Et en fait on a fait ça avec plein de lieux. On a fait ça avec la Friche La Belle de Mai, on a fait ça au Merlan qui nous a beaucoup soutenus et vraiment c'était super ici. On a fait ça au 104 à Paris, on a fait ça à la Gaîté Lyrique. On a fait ça aussi beaucoup au Festival d'Avignon avec un lieu formidable qui s'appelle Edis, avec Véronique Baton, qui nous a beaucoup, le Grenier à Sel, qui nous a beaucoup supporté aussi. Et on a activé après un autre patrimoine, qui est le patrimoine des festivals. Et on a beaucoup travaillé avec le Festival d'Avignon pour profiter des temps de festival, pour justement faire des résidences. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir ce projet. Et depuis, on fait ça pour tous nos projets. C'est-à-dire que tous nos projets sont conçus comme ça. Ce sont des projets en fait avec des résidences qui vont venir tout d'un coup cristalliser un travail qui est un travail séparé. Et voilà. Et notre nouveau projet, dont j'espère vous allez entendre parler, donc qui était là à la Mostra à Venise, qui est fait par un duo d'artistes anglais géniaux, complètement fous, Gibson and Martelly. Et c'est une collaboration avec un artiste avec un studio de mode qui s'appelle Peu Porter. Et donc c'est un projet total, puisque c'est un projet à la fois de mode. Donc en fait, il y a tout un design de vêtements. Et c'est un projet. L'objet du projet est de recréer le Dazzle Ball. Donc le Dazzle Ball, c'était un bal qui a été tenu en 1919 en Angleterre au Chelsea Arts Club, au Royal Albert Hall. Et en fait, c'était à l'époque où, vous saviez, on sortait de la Seconde Guerre mondiale et il y a eu ces premiers essais pour pouvoir emmerder l'ennemi, d'utiliser ces tenues de camouflage. En fait, ces tenues de camouflage, vous savez, ces rayures qu'on voit un peu partout, ces rayures noires et blanches qui permettent de brouiller les fréquences optiques, et en anglais, ça s'appelle dazzle. Et en fait, ils ont créé une œuvre où tout est en noir et blanc et tout est avec des formes comme ça géométriques. Et c'est une œuvre qui à la fois consiste à porter ces vêtements-là qui vous camouflent. C'est une œuvre de performing arts, c'est-à-dire que c'est une œuvre de spectacle vivant avec des danseurs qui dansent pour de vrai au milieu des gens.
il y a un système de motion capture, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez les gens danser avec leur tenue noir et blanc, mais vous voyez leurs avatars danser en temps réel dans des casques de VR. Et tout ça est retransmis en direct sur un grand écran pour que les gens qui n'ont pas envie de foutre des casques VR, eh ben, ils soient quand même pris par la magie du truc. C'est magique parce qu'en fait, vraiment, vous mettez le casque, vous avez envie de danser. Vous regardez le show, vous avez envie de danser, c'est extrêmement joyeux, c'est extrêmement intéressant. Et j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si elle va marcher, je ne sais pas si on va voir les choses. Non. Ah, bon, je sais pas si on voit. Bon, si on voit pas, c'est pas grave. En tout cas, ce projet-là, c'est un projet qui a déjà fait l'objet de 3 résidences et on pense en faire encore 4 ou 5 avant d'être capable de le sortir. On espère le sortir pour le Festival d'Avignon l'année prochaine. Et voilà. Bravo, merci pour avoir été concis, et ça a permis de traverser 3 typologies de projets artistiques que tu peux porter et qui donnent donc avec ce qu'a dit Damien, la présentation de Damien et la présentation de Gaëtan, un panorama du champ des possibles des projets artistiques qui peuvent rentrer dans le sujet de la résonance entre on va dire art numérique et patrimoine, et on voit quand même quelque chose qui est une forme de spécificité, c'est qu'on est sur de la plurie et de l'interdisciplinarité, que donc ça permet aussi de proposer en fait au public des sensations qui sont toutes les sensations des différents arts et des différentes disciplines. Et je trouve qu'en ça, c'est très intéressant. Ça nécessite, on l'a compris dans notamment l'intervention de Gaëtan ou la tienne, Mathieu, des modèles économiques bien spécifiques, importants. Ça veut dire que vous êtes confrontés aussi aux mêmes problématiques que celles qu'on a entendues ce matin sur la première table ronde des questions des usages et des pratiques des publics, c'est-à-dire comment les gens aussi se retrouvent dans ces projets-là. Mais est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour 1 ou 2 questions s'il y en a dans le public? Est-ce qu'il y a quelqu'un souhaite-t-il poser une question? Parce que si vous ne voulez pas poser de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause. C'est pas mal. Et on revient dans 5 minutes pour la 3e table ronde. Ça va comme ça, Mathilde? La petite pause? Ça te va? Parfait. Eh bien, pause. Merci à vous 3 de la richesse de ce que vous nous avez raconté et montré. Merci beaucoup. Et Gaëtan et Mathieu, on vous retrouve sur la 3e table ronde aussi.